Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le 16e épisode de cette série consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Avec cet opus, nous arrivons à un point pivot de notre troisième sous-catégorie de vidéos, celle qui s'intéresse à la place concrète des personnes atypiques dans la société au fil des siècles, via les traces que nous en avons. Si je parle de point pivot, c'est parce qu'au tournant des années 1900, l'émancipation des gens handis et la lutte collective pour leurs droits accélèrent à une vitesse grand V. Un peu comme avec les sciences, les soins des maladies, la biologie, l'astrophysique, etc., le XXe siècle enregistre davantage de progrès que tous les siècles précédents réunis. Bien sûr, comme on l'a vu dans l'épisode du mois dernier, la fin du XVIIIe siècle et le XIXe ont tout de même vu s'installer quelques avancées notables, telles que les premières structures de formation spécialisées pour jeunes sourds et aveugles, ou encore les premiers pas de l'hôpital vers la rigueur hygiénique, protocolaire et universitaire d'aujourd'hui. Je sais que les médecins considèrent ma décision comme totalement idiote. Pourquoi vous faites ça? Mais je suis convaincu de savoir mieux qu'eux. J'ai fait option biologie en dernière année de lycée, je suppose que c'est... Ouais. De plus, j'adore contrôler la vie de mon fils dans ses moindres détails, et tant pis s'il doit enclamser. Qui êtes-vous? Je suis le médecin qui essaye de sauver votre fils. L'histoire de la protection sociale des malades et invalides passe d'abord par des œuvres privées, telles que des groupes caritatifs et des associations philanthropiques, lesquelles s'efforcent de collaborer à la fabrication d'un embryon de système de solidarité. La dimension locale de ces associations est très importante, à une époque où ni la Sécu ni la MDPH ne sont instituées nationalement. Encore aujourd'hui, beaucoup d'institutions soutenant les personnes dépendantes sont des associations, avec des antennes régionales, les plus connues étant, par exemple, l'AFM ou l'APF pour les handicaps moteurs. Ces associations sont un peu la continuation des œuvres de philanthropie qui ont eu cours jusqu'au début du XXe siècle. Cette période de transition, allant environ des années 1870 jusqu'en 1940, est en outre l'ère du catholicisme social, avec ses prêtres ouvriers et ses collectifs de croyants, laïcs ou consacrés, engagés dans des actions sociales fortes. Capitaux de gauche! En France, un inspirateur majeur de ce courant est Félicité de Lamennais. Dès 1830, avec ses collègues du journal L'Avenir, il plaidait pour l'enseignement, l'aide sociale, la liberté religieuse et même la laïcité. Ça vous épate, hein? Au fil de toute cette époque, on commence enfin à comprendre la différence capitale entre le système de la charité qui a eu cours des siècles durant et nos systèmes modernes de solidarité nationale. La charité consacre une hiérarchie entre un généreux bienfaiteur et une personne malade qui reçoit, malade qui n'avait d'autre choix que d'espérer le bon vouloir d'une institution ou d'un riche philanthrope. Autrement dit, c'est un paradigme vertical, là où la justice sociale est horizontale. Celle-ci considère en effet que tout le monde soutient tout le monde, collectivement et également solidaires les uns des autres, en mettant tous la main à la pâte en proportion de ses moyens. L'aide est en quelque sorte un pot commun dont n'importe qui ayant une difficulté bénéficie à un instant T ou bien sur une période plus longue. S'il est évident que les associations, le bénévolat, les dons, la générosité individuelle restent salutaires pour pallier les manques, à titre collectif, on ne peut pas faire société uniquement sur la charité, car plus il y a besoin de cette charité, plus c'est précisément le signe d'une société très inégalitaire. Société malade où la charité est simplement le pansement. C'est ainsi que, peu à peu, l'État prend son rôle dans l'organisation de la solidarité. Avant 1914, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne érigent les premiers systèmes de secours social et, à partir de 1919, les pays nordiques développent un modèle d'État-providence. Tout au long du XXe siècle, s'accroît une aspiration de la population à une protection contre les risques sociaux inséparables de la conquête démocratique. Se développent du même coup les études sur la vieillesse, les maladies chroniques et le handicap, celui-ci étant regardé comme la rencontre entre une incapacité spécifique et un environnement non adapté.
Le grand tournant d'une considération collective des Andis est la Première Guerre mondiale. En France, ce sont 4 300 000 mutilés et défigurés qui reviennent, certains avec des blessures inédites. La société doit donc composer avec cette nouvelle catégorie massive de personnes Andis, des jeunes et des moins jeunes en incapacité de travailler. Se pose la question évidente de leur réinsertion. D'abord, sciences et techniques tentent de les réparer. Mais elles amènent de très bons résultats. De là à là en 1 an. De là à là en 2 ans. Ah, cette chirurgie est splendide. Prothèses, reconstruction faciale, appareillage sont autant de domaines qui repoussent alors les limites de leurs compétences. De l'exercice physique est également prescrit dans des centres de rééducation mis en place par l'État. Notons que ces avancées matérielles et médicales de la période concernent aussi des civils très malades qu'il faut amputer. C'est ainsi que, par exemple, la grande actrice Sarah Bernard est opérée en 1915, à l'âge de 70 ans. Elle souffrait depuis plus de 30 ans d'élancements croissants au genou droit. C'est une des premières femmes médecins, Mademoiselle Coin, qui l'anesthésie en utilisant la toute dernière nouveauté, l'anesthésie à l'éther, administrée par masque. On donne de plus à la vedette de la morphine et du chloral lorsque, après l'amputation, elle souffre de vives douleurs, entre autres à cause du fameux symptôme du membre fantôme. Mais pour en revenir à la grande quantité de gueules cassées et de blessés opérés durant cette période, l'objectif des rééquipements et des rééducations du corps est avant tout très pragmatique, permettre à ces hommes de retrouver un métier. Faute d'assistance publique et d'allocations comme nous en avons aujourd'hui, il fallait en effet absolument réintégrer le monde du travail, à défaut de quoi l'on tombait dans la mendicité. Retrouver un emploi, cependant, même avec une opération et des rééducations, ce n'était pas gagné du tout. Il ne suffit pas d'être prothésé, soigné et d'être un battant d'anciens combattants. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. À propos du monde du travail, la parenthèse mignonne. Connaissez-vous la créatrice de l'ours en peluche, ce jouet mythique qui voit le jour en 1902? Il s'agit de l'entrepreneuse allemande Margaret Steiff, atteinte d'une poliomyélite qui la laisse à moitié paralysée. Elle fait ses débuts sur une machine à coudre qu'elle adapte pour pallier l'invalidité de sa main gauche. Après avoir fondé une petite entreprise de couture en 1877, elle se lance dans la confection de jouets. Sur conseil de son neveu et employé Richard Steiff, inspiré par la visite d'un zoo, elle fabrique un prototype d'ours en peluche qui rencontre très vite un grand succès. C'est parfait. Notamment avec la commande, en 1903, de 3000 exemplaires par le riche acheteur Hermann Berg. Voilà, vous connaissez l'origine du compagnon de lit de beaucoup d'entre nous lorsque nous étions enfants. C'était la parenthèse mignonne. À partir de 1918, les vétérans mutilés s'organisent en associations et défilent dans la rue pour demander des droits. Mais contrairement aux invalides de guerre, qui ont l'attention et l'estime de l'État, les Andis civils ne bénéficient encore d'aucune prise en considération. Ils demeurent invisibles, sans aucun moyen de pression pour faire valoir leur dignité. Les malades de naissance, les accidentés civils sont à peine pris en compte. Même si les superstitions reculent, des narratifs à base de ou de justifications religieuses de la souffrance ont la peau dure. On cause passion christique et vertu de l'épreuve. Figure de souffrance christique, les infirmes auraient, selon des croyances anciennes, la vertu de racheter les péchés des bien portants. Surtout au sortir d'un 19e siècle très doloriste, friand d'histoires de mystiques, d'apparitions, de stigmatisés, etc. Dans les familles, parents et grands-parents parlent d'expiation et enfants à dissimuler. On disait à ma mère, quand on a un enfant comme ça, on le cache. Et ça peut encore exister. C'est la honte de la famille et vous ressentez cette honte. Or, voilà le genre de témoignages édifiants que je reçois aujourd'hui, au XXIe siècle, à propos d'enfants Andis au sein de leur famille. Par exemple, sa grand-mère dit souvent en la regardant « Dieu nous punit par où l'on pêche. Moi, c'est l'orgueil. C'est pour ça qu'il m'a donné une petite fille comme ça. »
Autant dire que la bataille pour la digne considération des personnes handies n'est pas encore gagnée. Alors imaginez au début du XXe siècle. Les moins chanceux végétaient dans des hospices, parfois toute leur vie, sans lien social, sans occupation, simplement parqués. Ou bien la famille elle-même tenait le concerné reclus. On trouvait encore, dans les années 60, des personnes handies attachées sur leur lit ou à une chaise à la maison, pendant que la famille était au champ, au marché, etc. Si les vétérans ont su se faire entendre dans les années 20, comment donc s'est déroulée la mobilisation collective des civils dépendants pour leurs droits ? La prise de conscience d'une nécessaire lutte commune voit le jour dans le contexte de la tuberculose, qui fait des ravages parmi les classes populaires. La gestion de cette maladie revêt une échelle industrielle. Le territoire se maille de gigantesques sanatoriums, dont certains ressemblent à des villes, avec des centaines de personnes allongées au grand air. Au sein de ces immenses structures, des liens se créent entre les patients. Ensemble, ils font preuve d'une grande ingéniosité, par exemple pour aller se promener, s'aider les uns les autres, se divertir, quitte à ruser pour déjouer des règlements parfois trop sévères. Le sanatorium de la ville de Burke devient ainsi un lieu pionnier en termes de politisation des patients handis qui s'y trouvaient. Entre eux, sans demander la permission, ils se mobilisent pour exiger une amélioration de la qualité de leur vie, de leur nourriture, de l'accessibilité des bâtiments, comme par exemple l'église, défaillance contre laquelle des malades ont fait valoir leur droit à la pratique de leur foi. Ce sont très fréquemment des femmes qui sont à la tête de ces associations. Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine, C'est pour faire le ménage. Conscientes de la force du groupe, elles organisent leurs revendications. Suzanne Fouché crée la LADAPT, Ligue pour l'adaptation des diminués physiques au travail. Elle rapporte que certaines directrices des sanatoriums expliquaient aux tuberculeuses qu'elles valaient encore moins que des prostituées. Une autre figure militante de l'époque est André Tranois, atteint de la poliomyélite. Il est le fondateur de l'APF et de la revue Faire Face. Outre-Atlantique, une personnalité sourde et aveugle marque elle aussi l'histoire du militantisme handi. Sa vie a été maintes fois adaptée en livres, en films, en pièces de théâtre. Née en 1880 en Alabama, vous aurez peut-être reconnu Helen Keller. Une congestion cérébrale la prive de sa vue et de son ouïe à l'âge d'1 an et demi. C'est Anne Sullivan, elle-même malvoyante, qui va l'éduquer. Et ça n'a pas été de tout repos. La petite Hélène avait, disons, un caractère bien trempé. Plus sérieusement, cette attitude avait une triste explication. Dépassée par le handicap de leur fille, ses parents n'ont jamais vraiment pris la peine de l'éduquer, la laissant si livrée à elle-même que, par exemple, au moment des repas, elle ne mangeait pas à table, mais venait piocher à la main dans les assiettes des uns et des autres. Eh bien, figurez-vous que Helen Keller a développé une amitié très fusionnelle avec son institutrice spécialisée. Après de hautes études et un diplôme universitaire en poche, elle aligna 12 livres et de nombreux articles à son actif. Au cours de ses multiples voyages, elle milita en faveur des droits des handis, soutint des ouvriers et fonda en 1915 une association favorisant la prévention de la cécité et l'accompagnement des personnes aveugles. Mais, pour rendre aux autres Cléopâtres ce qui est aux autres Cléopâtres, soulignons que 50 ans avant Helen Keller, une autre jeune femme sourde et aveugle, du nom de Laura Bridgman, reçut une solide éducation, devint écrivaine et enseignante. Chez nous aussi, en France, Marie Heurtin, sourde et aveugle également, est connue pour avoir su s'instruire et mener sa barque avec détermination au point de devenir à son tour professeure. Née en 1885, elle est accueillie à l'âge de 10 ans par les Filles de la Sagesse, une institution religieuse qui s'occupe de jeunes sourdes. En apprenant un alphabet signé à l'intérieur de sa main, puis le braille, Marie transmettra cet enseignement spécialisé à d'autres jeunes filles arrivant dans cette institution. Son histoire a donné lieu, en 2014, à un film de Jean-Pierre Améris.
La Seconde Guerre mondiale et l'occupation donnent un coup d'arrêt brutal à cette effervescence de militantisme et de progrès des droits des gens dépendants. Malades et handis meurent de faim dans les hôpitaux psychiatriques avec l'hécatombe des fous dont nous avons déjà parlé dans 2 épisodes précédents. Le régime du maréchal Pétain se désengage de tout, faisant porter toute l'aide aux seules associations comme une sous-traitance de ceux qu'on appelle alors les anormaux. Par ailleurs, Vichy s'en prend aux handis à travers des lois discriminatoires, leur octroyant de plus maigres rations de nourriture et leur interdisant concours, examens, ainsi que beaucoup de professions. Cette situation est évoquée dans Le Voyant, une biographie que Jérôme Garcin consacre à l'intellectuel et résistant aveugle Jacques Lucéran. Ayant perdu la vue à l'âge de 8 ans, ses parents lui apprennent le braille. Ce brillant élève intègre une classe préparatoire à Louis le Grand, mais un décret de Vichy excluant les handis de la fonction publique l'empêche de poursuivre son cursus. Dès 1940, avec d'autres étudiants de son lycée, il mettait en place un réseau de résistance, les Volontaires de la Liberté. Jérôme Garcin détaille dans son livre un décret rédigé par l'historien de la Rome antique Jérôme Carcopino, directeur de l'École normale supérieure, il est aussi secrétaire d'État à l'éducation, et promulgué le 1er juillet 1942, ferme en effet aux aveugles, manchots, unijambistes, bossus, à tous ceux dont le corps est difforme ou n'est pas entier, les postes de l'enseignement, mais aussi de la magistrature, de la diplomatie et de l'administration financière. Cela vaut à Jacques Lucéran d'être sorti manu militari d'une salle d'examen comme un vulgaire tricheur lorsqu'il a tenté de se présenter à une épreuve de Normal Sup, malgré la dérogation qui lui avait été octroyée par le directeur de l'enseignement supérieur lui-même. Pour la première fois de ma vie, on ne me refusait pas en tant que personne, mais en tant que catégorie humaine, confiera l'intéressé, et Jérôme Garcin de compléter: aux yeux du régime discriminatoire de Vichy, il est un sous-homme, un moins que rien, un décérébré, et un mauvais Français, non pas en raison de son action dans la résistance, mais de sa cécité. Arrêté en 1943, il est déporté en janvier 1944 au camp de Buchenwald, dont il revient. Sa survie tient, entre autres, au fait qu'il a été affecté à un rôle d'interprète par l'administration du camp. Il a ainsi échappé aux travaux éprouvants. De plus, Jacques a été aidé au quotidien par plusieurs de ses camarades d'infortune. Après la libération, les progrès techniques et sociétaux reprennent petit à petit. Dans les centres de rééducation, la mécanothérapie s'emploie à étirer les colonnes vertébrales ou, au contraire, à éviter le moindre mouvement susceptible de déformer encore plus la personne malade. Il faut aussi compter sur tout un attirail d'appareils de marche en cuir ou en acier, des plâtrages, parfois même de véritables sarcophages d'immobilisation. Beaucoup de personnes handis ayant vécu ce genre de soins lorsqu'elles étaient enfants témoignent du caractère très intimidant, voire terrifiant, de ces séances jusque dans les années 70-80. Être harnaché, testé, étiré, parfois au milieu d'une armée de spécialistes, cela génère une forme de dépossession et depuis, les professionnels travaillent à rendre ces soins bien plus humains. Du côté des associations d'après-guerre, la LADAPT et l'APF ouvrent des délégations sur tout le territoire pour couvrir un maximum d'endroits et mettre en relation les malades et les familles. Comme on le verra dans le prochain épisode, ces organisations enregistrent toujours davantage d'adhérents. En 1945, l'APF en comptait déjà 10 000. Néanmoins, en parallèle de ces associations officielles, les années 60 et 70 voient fleurir également des collectifs bien plus militants et déterres qui estiment que le travail en termes de droits doit aller beaucoup plus loin et qui parfois réclament la désinstitutionnalisation. Je vous remercie pour votre attention. Vos commentaires et précisions sont les bienvenus. N'hésitez pas en outre à liker et partager cette série. Portez-vous bien. Ciao!